Donc, comme je vous le disais, la conférence de ce jour abordera le sujet du rôle du conseiller de projet SNBS et Alessio Chiriati et Emilino vous donneront les aperçus et bonnes pratiques. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Alessio Chiriati, donc, qui est du bureau CSD ingénieur. Merci Marion pour cette introduction. Bienvenue à tous. Voici l'agenda du jour. Donc, on va parler de l'introduction au rôle de conseiller SNBS. On va également définir et parler des responsabilités clés, des compétences attendues pour effectuer ce rôle, les étapes de l'implication aussi par rapport à la construction aux phases SIA, ainsi que quelques bonnes pratiques et défis avec également quelques retours d'expérience. Qui sommes-nous? Pourquoi nous? Alors, on représente aujourd'hui du coup le bureau d'ingénieurs CSD Ingénieur SA. Et puis, les présentateurs du jour sont Emilino, ma collègue, et moi-même. Et puis, aujourd'hui, on est présent par rapport au label SNBS en tant qu'expert sur les labels de construction durable. Donc, parfois, les auditeurs peuvent venir faire appel à nous ou à nos services. Et puis, pourquoi nous? Eh bien, on a aujourd'hui plusieurs projets de typologies différentes. Alors, moi, plutôt pour les parties SNBS bâtiment, et puis, vous le verrez après dans la présentation, ma collègue Émilie plutôt pour les parties SNBS quartier. Et puis, du coup, nous, on s'est présenté. On aimerait également que vous puissiez vous présenter, même si c'est en ligne. Donc, je vous invite très volontiers, s'il vous plaît, à scanner le QR code ici et puis à répondre à 3 toutes petites questions qui sont est-ce que vous connaissez le label SNBS? Quel est votre rôle principal dans le domaine de la construction? Et est-ce que vous avez déjà participé à un projet qui intègre un label de durabilité, que ce soit SNBS, Minergie, DGNB, LEED, BREEAM ou tant d'autres? Donc, c'est ces 3 petites questions qu'on vous invite à répondre sous la forme d'un petit sondage sur lequel on retourne tout à l'heure. Je passe directement à la slide suivante, mais sur cette slide et celle d'après, vous pouvez continuer de voir le QR code en haut à droite. Si j'ai été trop rapide, je m'en excuse. Donc, on va passer sans plus tarder à l'introduction au rôle du conseiller SNBS, et puis on va parler du contexte général du label SNBS et son positionnement dans le processus de certification. Donc là, ici, c'est la dernière slide où il y a le QR code si jamais. Donc, par rapport au contexte général du label SNBS, l'objectif de cette slide, c'est de brièvement finalement situer le rôle et le sens du conseiller SNBS. Donc le conseiller SNBS a pour objectif d'accompagner tout au long du cycle de vie du projet et d'assurer finalement une approche équilibrée entre les dimensions société, économie et environnement qui sont les 3 piliers fondamentaux du label SNBS. Nous, en tant que conseiller, on est garant finalement de la cohérence durable par rapport aux objectifs du maître d'ouvrage qui puissent être traduits par des décisions de conception ou des pratiques de chantier. On est finalement quelque part le chef d'orchestre de la durabilité du projet. Je reste juste encore quelques instants pour vous laisser la chance de scanner le QR code et puis je vais laisser sans plus tarder la parole à Émilie. Oui, merci Alessio. Bonjour à tous et à toutes. Alors Alessio vient de mentionner les 3 piliers qui structurent la démarche SNBS. Donc on voit ici le premier de ces 3 piliers, le domaine société, qui se décline, donc chaque domaine se décline en une série de thèmes qui se composent à leur tour d'un ensemble de critères. Donc ce que vous voyez ici au centre de la slide, c'est la liste des critères pour le label SNBS bâtiment. À droite, les critères pour le label SNBS quartier. Donc à première vue, on voit qu'il y a un certain recoupement. Si tu peux encore juste revenir sur l'autre. Voilà. Il y a un certain recoupement. Par contre, la différence majeure, bien sûr, avec le CNBS quartier, c'est qu'on va aller moins en profondeur au niveau des thèmes qui concernent vraiment le bâtiment et l'intérieur du bâtiment, par exemple. On voit le critère 141, qualité de l'air intérieur, qui ne se retrouvera que sous le label bâtiment. Ce qu'on ne voit pas ici sur la slide, c'est le 4e niveau de la structure SNBS qui est celui des grandeurs mesurées. Donc chaque critère va contenir une ou plusieurs grandeurs mesurées. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va faire l'évaluation quantitative de la performance du projet. On va revenir sur ce 4e niveau dans un instant avec un exemple. Et donc voilà, on peut passer à la prochaine slide. Donc simplement balayer ici rapidement les 3 domaines. Le deuxième, économie, encore là, les thèmes et les critères, un certain recoupement, mais également des différences entre les 2 types de labels.
Et puis le troisième domaine, sur la slide suivante, environnement, qui est un peu plus touffu, où on a encore là un certain recoupement. Donc au total, on a environ 35 critères pour le SNBS bâtiment, 98 grandeurs mesurées. Puis pour le quartier, c'est un peu plus léger, on aura 30 critères avec 80 grandeurs mesurées. Voilà, donc on peut passer à la prochaine slide. J'ai mentionné le quatrième niveau. Donc voyons un exemple ici pour le critère microclimat, 143 microclimats qu'on retrouve dans les deux labels. Ici, ce que vous voyez, c'est le barème de notation avec les grandeurs mesurées pour le label SNBS bâtiment et puis en bas pour le label SNBS quartier. On voit qu'il y a un certain, on retrouve des grandeurs mesurées qui sont les mêmes, mais il y a aussi une grandeur de plus pour le quartier et puis le barème de notation des points est un peu différent entre les deux. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'on aura certaines différences entre les deux labels. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse juste pour vous donner un aperçu de la structure SNBS et du contenu des labels. On peut passer à la prochaine slide pour revenir plus au thème principal de la présentation, donc le processus de certification et le rôle du conseiller. Donc ce que vous voyez ici, c'est à gauche, donc un organigramme type d'une organisation et des acteurs impliqués sur un projet à l'échelle d'un bâtiment. Donc, ce sera plutôt standard d'un projet à l'autre, assez simple. On aura bien sûr le maître d'ouvrage, son architecte, son équipe de mandataires et les entreprises. Et donc, le conseiller ou la conseillère SNBS sera amené à interagir avec la majorité de ces acteurs. Dans le cas d'un projet de quartier, donc l'organigramme à droite, vous voyez, il est un peu plus, il est déjà un peu plus fourni, mais il peut l'être encore plus. Ça dépend vraiment des projets. Comment est organisé le projet? Est-ce qu'on a plusieurs maîtres d'ouvrage ou investisseurs ou propriétaires? Est-ce qu'il y a un assistant à maîtrise d'ouvrage? Et donc, on peut se retrouver à avoir des échanges, des interactions avec encore plus de parties prenantes, mais c'est très important dès les premières phases, dès qu'on commence à être impliqué sur un projet, de bien définir les flux de communication, les rôles et responsabilités de chaque partie prenante pour qu'il y ait un cadrage des échanges. Voilà, je pense que je te repasse déjà la parole, Alessio. Oui, super, merci Émilie. On va juste faire un bref retour sur le sondage. Je vais actualiser les résultats. Donc, il y a finalement une majorité qui a répondu qui connaissait bien le label SNBS, donc 60%. 40% connaissent un petit peu le label SNBS et Erwan, tu peux être content, 0% ont répondu qu'ils ne connaissent pas le label SNBS. Ça, c'est chouette. Et puis aujourd'hui, on est représenté par une majorité de bureaux d'ingénieurs. On a quelques architectes parmi nous, ainsi que des maîtres d'ouvrage et en petite minorité des entreprises de construction ou représentants d'une collectivité publique. Et puis, du coup, la dernière question et troisième question qui était, avez-vous déjà participé à un projet intégrant un label de durabilité? Alors ici, il y a une très grande majorité, à plus de 80%, qui ont répondu oui. Donc, c'est chouette de voir que le monde de la durabilité avance aussi bien. J'en suis très ravi. Donc, on va passer aux responsabilités clés du conseiller SNBS. On va parler de l'accompagnement du maître d'ouvrage. On va parler de l'interface entre les parties prenantes, de la documentation et la coordination des critères, et puis également du lien avec l'office de certification. Donc l'accompagnement du maître d'ouvrage, les axes principaux, c'est C puissance 4, hein, c'est vraiment conseiller le maître d'ouvrage sur les exigences et les priorités SNBS, c'est coordonner les différentes parties prenantes, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les exploitants, éventuellement les futurs utilisateurs et également le maître d'ouvrage. C'est vraiment centraliser la documentation pour en assurer la traçabilité et communiquer avec l'organe de certification et les auditeurs. Donc, vraiment, je trouve que le rôle du conseiller se résume très, très bien sur ces 4 C. Donc, vraiment, conseiller, coordonner, centraliser et communiquer.
L'interface entre les parties prenantes. Donc, c'est vrai qu'en tant que conseiller SNBS, on agit en tant que chef d'orchestre de la construction durable, de la coordination durable, je le disais tout à l'heure. On rassemble les acteurs autour d'une vision commune du projet, qui est le label SNBS. On a pour objectif de faciliter les échanges entre toutes les parties prenantes, donc vraiment les architectes, la direction de travaux, les ingénieurs, le maître d'ouvrage, l'exploitant et les utilisateurs. On assure que les décisions techniques répondent aux objectifs SNBS, pas seulement les objectifs énergétiques et environnementaux, mais également les objectifs socio-économiques. On assure donc les 3 piliers du label SNBS. On a également pour objectif d'animer des ateliers transversaux pour croiser éventuellement les expertises ou des fois justement également identifier des synergies. Donc on peut parler de mobilité, on est amené à parler de confort, que ce soit de confort hivernal, de confort estival, de confort acoustique, de confort vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur. On peut être amené à discuter de biodiversité et d'économie circulaire. Finalement, l'objectif, c'est de faire du développement durable un langage qui est partagé entre tous les intervenants d'un projet de construction ou de rénovation. Ensuite, on va parler de documentation et de coordination des critères. Donc, le conseiller, finalement, il est responsable de la traçabilité documentaire tout au long du projet. On a pour objectif de centraliser les preuves et les justificatifs pour chaque critère. Tout au long du projet, on doit maintenir à jour un tableau de suivi SNBS avec le statut de chaque critère, qui en a le responsable, quelles en sont les échéances. Et en faisant de ce fait, on identifie les lacunes et on peut en proposer des actions correctives, que ce soit à l'échelle d'un ou de plusieurs critères ou d'un ou plusieurs corps de métier en même temps. On garantit aussi la cohérence entre les disciplines métiers justement parce qu'il arrive souvent qu'un critère concerne plusieurs corps de métiers différents. Et puis à la fin, on a également pour objectif de vérifier la complétude du dossier avant de le soumettre à l'office de certification, que ce soit dans le cas d'une certification provisoire ou définitive. Et puis vraiment, le fait de faire ce processus de façon structurée simplifie vraiment la labellisation et puis renforce également la crédibilité du projet vis-à-vis du label SNBS. Le lien avec l'office de certification, donc on joue un rôle d'intermédiaire qualifié entre le projet et l'organe de certification. On est amené à déposer le dossier via la plateforme officielle des labels. On communique en direct avec les auditeurs et les contrôleurs du projet pour clarifier ou justifier les éléments ou apporter des demandes de compléments ou des preuves supplémentaires lorsque c'est requis par les auditeurs ou les contrôleurs. Et puis ensuite, une fois qu'on obtient la certification provisoire, on est garant du suivi des mises à jour entre le dossier provisoire et le dossier définitif. Ça, c'est très important parce que finalement, en phase de soumission d'exécution, il peut se passer plein de choses. Le but finalement, c'est de faciliter un processus fluide qui puisse être transparent et constructif entre l'équipe de projet et l'équipe du label. Pour faire toutes ces opérations, il y a quelques compétences qui sont nécessaires au niveau du conseiller SNBS. Donc, il y a des compétences qui sont attendues. On a besoin de compétences techniques, transversales et de communication. Pour ce faire, il y a des formations qui sont disponibles, on va en parler, mais également toute une série d'outils. Donc, je le disais, au niveau des compétences, il faut bien entendu des compétences techniques, c'est-à-dire qu'il faut une compréhension approfondie des domaines énergétiques, des domaines vis-à-vis des matériaux, de la mobilité, de la biodiversité, de l'exploitation, et j'ai vraiment mis etc. parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis, finalement, on est amené à parler beaucoup de sujets, ce qui amène une nécessité d'avoir des compétences transversales, c'est-à-dire vraiment une capacité à vulgariser certains thèmes, négocier et arbitrer entre des critères qui peuvent être parfois contradictoires, ça on le verra plus tard dans la présentation, dans les retours d'expérience. Et puis, il faut également des compétences de communication pour animer des workshops, rédiger des fiches et surtout avoir une gestion de projet qui puisse être collaborative. On a également du coup des formations. Il y a l'agence SNBS donne 2 cours de base qui sont le SNBS bâtiment et le SNBS quartier et également le lunch session comme aujourd'hui qui sont des formations continues pour rester à jour. Et puis bien entendu, si vous avez des questions à ce sujet, Erwan est à votre entière disposition. Et puis comme je disais, donc il y a toute une série d'outils aussi qui nous aident dans tout ce processus. Donc il y a les fiches critères SNBS qui sont très détaillées. Il y a l'aide à l'utilisation. Ce qui est super, c'est qu'il y a aussi toute une liste d'exemples de justificatifs disponibles en libre téléchargement sur le site SNBS. Ça, c'est vraiment très précieux, je le souligne.
Il y a la plateforme des labels qui a été récemment mis à jour et qui permet vraiment un processus très fluide. Il y a la checklist au démarrage du projet. Également, au sein des bureaux d'ingénieurs, on établit toujours un tableau de suivi des critères qui est finalement un Excel qu'on partage avec toute l'équipe de projet. Et puis est disponible également en téléchargement tout l'outil d'auto-évaluation SNBS PreCheck également pour faire un PreCheck au démarrage du projet. Étape de l'implication, on va un petit peu parler finalement de l'articulation du label SNBS et du conseiller avec les phases SIA, parce que tout projet de construction et de rénovation suit systématiquement quand même toutes les phases SIA. On voit ici la différence qu'on tire du guide SNBS entre le SNBS bâtiment et le SNBS quartier par rapport à l'articulation avec les différentes phases SIA. Donc les phases SIA, on retrouve la partie étude de projet dans laquelle on conçoit le projet. Et puis ensuite, les parties 4 dans laquelle on fait toutes les soumissions, les appels d'offres, l'exécution en phase 5 et l'exploitation en phase 6. On peut voir les quelques légères différences qu'il y a entre un bâtiment et un quartier. Il faut savoir que ce qu'il y a sur cette slide, c'est un cadre idéaliste. Ça ne se passe pas forcément toujours comme ça. Ça peut un petit peu bouger par rapport aux phases SIA. C'est vraiment de cas en cas. On va passer maintenant à la partie bonnes pratiques et défis. Donc, on a des conseils issus de projets réels. On va parler de défis. On a également quelques retours d'expérience dont on aimerait vous faire part. Et puis, on va conclure sur l'équilibre entre les exigences et la faisabilité. Donc, au niveau des conseils qui sont issus de projets réels, donc, fort de quelques projets labellisés, on a vraiment des bonnes pratiques qui se dégagent à tous les niveaux du label SNBS en tant que conseiller. Puis je vais vous lister finalement ces quelques conseils. Donc, un des conseils très importants, c'est d'impliquer tôt le conseiller SNBS avec un kick-off également dès la phase stratégique. Il peut hélas arriver qu'on soit intégré en phase 4. Ça a eu été arrivé. C'est ce genre de situation qu'il faut quand même éviter. Ça met à risque le label. Ce qui est très important également, c'est dès le début du projet SNBS, c'est de cartographier les critères dès le début. Ça permet d'identifier les risques, mais pas seulement, ça permet également d'identifier les opportunités, c'est-à-dire vraiment les points forts du projet. Il faut également vraiment prioriser les critères qui ont une forte valeur ajoutée par rapport au contexte du projet, parce qu'il n'y a vraiment aucun projet de construction ou de rénovation qui se ressemble quand on parle de label SNBS, parce qu'on a tout le temps une équipe de projet qui est différente et un projet d'architecture qui est conçu de façon différente, avec des attentes différentes vis-à-vis du maître d'ouvrage ou des futurs utilisateurs. On trouve très utile d'organiser des revues de durabilité à chaque jalon SIA au minimum. C'est vraiment quelque chose de très important. Ça permet de recadrer, de faire le point sur ce qui s'est passé, mais également de faire le point sur ce qui va venir à futur. Toujours maintenir une communication qui est simple et visuelle. Donc vraiment, je parlais avant de l'outil du tableau de bord SNBS au format Excel ou avec des graphiques, d'avoir vraiment un tableau de bord, de pouvoir filtrer pour finalement simplifier le langage autour du label SNBS. Aussi également très important de favoriser la cohérence avec les autres labels. Il y a eu un très très grand effort d'harmonisation de tous les labels qui a été fait. Donc quand il y a un label qui est certifié Minergie, ça aide sur pas mal de critères au niveau SNBS également, hein, quand on parle de confort estival, de besoin en chaleur, etc. Et puis l'expérience montre que la réussite du label repose avant tout sur la collaboration et l'anticipation. Donc, on ne veut vraiment pas que les équipes de projet voient le label SNBS comme une contrainte, mais vraiment comme un moteur. J'avais mis ici comme conseil de vraiment bien distinguer quand même, ça c'est une notion qui est très importante, c'est de différencier cette notion de pilotage de la notion de labellisation. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est une notion qui est actuellement présente sur le marché de la construction. On peut la retrouver dans certains appels d'offres. Elle se distingue comme suit. Donc, c'est vraiment le pilotage, c'est le rôle de compiler, de centraliser les justificatifs, tandis que le rôle de labelliser, c'est celui qui endosse la responsabilité de produire des justificatifs finalement en tant que mandataire, par exemple, produire des justificatifs en tant que mandataire en physique du bâtiment, de par exemple devoir justifier le confort estival, l'énergie grise dans la construction, l'exploitation et la mobilité, par exemple. C'est vraiment une notion qui est très importante à avoir et des fois, elle peut se différencier dans les projets. Et des fois, ça peut être deux bureaux d'ingénieurs qui ont le rôle séparé de produire les justificatifs ou de les compiler, de les centraliser. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette notion.
C'est également important de responsabiliser le respect de chaque critère. Finalement, qui est responsable de quel critère, qui est responsable de faire quoi par rapport à ce critère et au niveau du justificatif, pour quand et comment, c'est-à-dire qu'on a aussi le rôle de conseiller SNBS, on doit également expliquer comment s'élabore le justificatif parce que pas tout le monde est habitué à travailler avec le label SNBS. Et justement, ça vient également avec le bullet point d'après, donc de définir clairement les rôles et les responsabilités par rapport à l'élaboration des justificatifs, et ce, dès le début du projet. Ça, c'est vraiment une phrase, le prochain qui est très très importante et j'insiste dessus, c'est vraiment la nécessité d'avoir les parties prenantes qui sont actives dans la labellisation. On remarque que ça aide énormément lorsqu'on a des architectes, des directeurs de travaux, des entreprises générales qui sont vraiment autant actifs que nous dans le processus de labellisation et qui motivent toutes les équipes du projet en ce sens. Ça facilite vraiment le processus. Ce qui est également important, c'est de mesurer correctement l'impact d'un arbitrage de points sur les corps de métier. On y reviendra plus tard, mais c'est important que quand on attribue un point à un critère, de bien prendre conscience de qu'est-ce que ça implique sur les différents corps de métier qui sont impliqués. Ça peut être les techniques du bâtiment, ça peut être l'architecture, ça peut être le paysagiste, ça peut être l'acousticien, ça peut être nous les physiciens, ça dépend. Et puis ici, je te laisse sans plus tarder la parole, Émilie, pour donner quelques conseils sur la partie quartier également. Oui, oui. Alors, effectivement, au niveau toujours de l'arbitrage des points, alors à l'échelle du quartier, les conséquences peuvent être un peu plus complexes à appréhender parce que ça peut avoir des influences sur les projets des différents maîtres d'ouvrage dans le cas où on a plusieurs maîtres d'ouvrage. Donc, nous, on part du principe que les maîtres d'ouvrage doivent être solidaires entre eux et que, a priori, tous doivent viser le même niveau de performance. On verra tout à l'heure, on discutera un peu plus en détail de certains exemples où il peut y avoir des exceptions à cette règle de base qui est que tout le monde vise le même nombre de points pour chaque critère parce que, voilà, au niveau du quartier, pardon, je parle de la voix. Au niveau du quartier, on peut avoir des lots qui sont plus ou moins, qui présentent des conditions plus ou moins favorables. Donc, il peut y avoir un besoin de compenser des moins bonnes performances de part et d'autre du quartier par des meilleures performances ailleurs. Alors, on peut passer à la prochaine slide et je vais juste prendre une gorgée. Donc, parmi les autres conseils qu'on peut amener, excusez-moi, je vais juste essayer de dégager. Heureusement, que c'était toi, Alessio, qui avait plus de slides à présenter. Je perds déjà la voix. Alors, au niveau des autres conseils par rapport au SNBS quartier, donc, ce serait presque indispensable de devoir procéder différemment au niveau de la méthode de détermination des points en fonction des critères et des grandeurs mesurées. Dans certains cas ou dans plusieurs cas, on devrait pouvoir faire une évaluation one-shot pour l'ensemble du quartier à partir des données globales qui s'appliquent à tout le quartier, les mêmes justificatifs, etc. Par contre, dans d'autres cas, en fonction aussi de comment est structuré et organisé le projet, c'est possible qu'on doive d'abord faire une évaluation par lot, par bâtiment, et puis recalculer, pardon, recalculer les points pour avoir une seule note sur l'ensemble du quartier. Généralement, pour ce recalcul, on va procéder avec donc une notation, par exemple, par bâtiment. Et puis, pour avoir une seule note au niveau du quartier, on va faire une pondération au prorata des surfaces de référence énergétique. C'est généralement la méthode qui sera utilisée pour faire ce calcul. Donc, prenons un exemple. Si on revient sur le critère 143 microclimat, la première grandeur de mesure qui concerne l'offre en espace vert perméable à l'extérieur. Donc, dans un cas de figure, si on a un seul projet paysager global sur l'ensemble du quartier, on peut s'imaginer qu'on fasse l'évaluation
en une seule fois avec les données globales. Tu peux passer à la prochaine slide et on reviendra sur celle-ci juste pour vous montrer. Hein. Donc, concrètement, cette grandeur de mesure s'évalue à travers un fichier d'aide au calcul SNBS Quartier, un des outils d'aide mis à disposition, où on devra renseigner les superficies des types d'espaces avec leur typologie. Donc, par exemple, ici, on aurait 400 mètres carrés d'espace vert non construit et non imperméabilisé, donc perméable. Et puis, ça va jusqu'aux surfaces imperméables. Et puis, en fonction, on a un résultat qui nous est donné en termes de superficie totale d'espace extérieur perméable avec un pourcentage qui est calculé et cela nous définit le nombre de points. Donc ici, on sera à 0,4 sur le maximum de 1,2 points. Voilà, donc c'est calculé de cette façon. Donc ici, on peut s'imaginer, on fait le calcul une fois pour l'ensemble du quartier. Et si on revient à la slide précédente, on peut s'imaginer aussi devoir faire face à des cas de figure plus complexes où on aura peut-être un découpage du quartier en morceaux, où on devra faire les calculs sur ces différents morceaux parce qu'on a par exemple plusieurs paysagistes impliqués sur le projet et donc on va devoir recompiler les éléments et les valeurs après coup. En l'occurrence, pour cet exemple, il n'y aura pas besoin de faire de pondération à la surface de référence énergétique, ce serait simplement des sommes hein, des différentes surfaces hein, par typologie. Donc c'est nécessaire d'anticiper dans ce cas ici les besoins en surface, la répartition entre les lots, donc il peut y avoir pour plusieurs critères un besoin d'itération avec les équipes pour arriver à consolider les cibles et puis la performance du projet. Voilà, on peut continuer. Et puis, je te repasse déjà la parole. Voilà. Oui, merci Émilie. Donc on continue sur cette série d'exemples. Moi je voulais vous présenter donc le critère 331 chantier avec sa grandeur mesurée 5 qui concerne la protection des sols. Donc finalement c'est un bon exemple parce que c'est 1,2 points qui sont faciles. Finalement, si le projet dont l'impact sur le sol est supérieur à 5000 m², eh bien en fait le concept de protection des sols devient obligatoire. Et puis, accessoirement en bonus, c'est également 2 points faciles aussi pour ECO. Ce qui dicte ça, finalement, c'est la loi fédérale, donc au sol, l'ordonnance sur les atteintes portées au sol. On parle des articles 3, 4, 5. Par contre, d'où proviennent les 5000 m² que je viens de vous dire qui rend obligatoire le concept de protection des sols, ce n'est pas au niveau fédéral, c'est au niveau des cantons. Donc, je vous ai mis 2 QR codes avec des exemples concrets qui mènent sur les articles qui citent ces sources. Donc, vous pouvez sans autre les scanner pour voir d'où ça vient. Et puis, de toute façon, la vidéo sera disponible en rediffusion, donc vous pourrez sans autre aller après coup sur les QR codes pour voir ces références. Mais typiquement, la protection des sols, c'est une bonne idée dès qu'on a un grand projet. Et c'est bien aussi de savoir en tant que conseiller que c'est obligatoire si le projet dépasse 5000 m² parce que finalement, des fois, cette information, elle peut arriver plus tardivement. On s'en rend éventuellement compte qu'en fin de phase 33, par exemple. Et puis, je voulais vous présenter un deuxième retour d'expérience assez intéressant. C'est de comparer le critère société 147, protection contre le bruit, donc on parle d'acoustique, et les critères environnementaux 311, 321 qui parlent finalement de l'énergie grise, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le critère 147, il a 2 grandeurs mesurées. La grandeur mesurée 1 concerne les exigences accrues de l'enveloppe et celles qui sont entre unités d'utilisation. Donc, entre unités d'utilisation, ça peut être entre des locataires ou entre des propriétaires d'un bâtiment, que ce soit locatif ou habitation. Et puis, il faut savoir que pour obtenir la grandeur mesurée 1, en fait, on a les bruits aériens extérieurs qui doivent être majorés de 3 décibels, les bruits aériens intérieurs majorés de 4 décibels et ainsi de suite. Et puis, pour la grandeur mesurée 2, si on veut viser les points à l'intérieur des unités d'utilisation, donc ici, ça voudrait dire dans un appartement ou au sein d'un même locataire pour ses cloisons intérieures, il devrait viser les degrés 2 qui correspondent finalement aux exigences accrues. Je vous ai mis ici un petit exemple. Donc, on a ici ce que représente le DI de la norme SI à 181 d'un exemple entre finalement 2 étages d'habitation, un plancher entre 2 étages d'habitation. Pour faire simple, on a un DI de 52 selon la norme. Si par contre c'est des propriétaires, ça peut être une PP, eh bien le DI passe de 52 à 56. Donc vous imaginez bien
que la structure, le mode constructif du plancher doit être différent de l'un à l'autre. Alors si c'est du béton, c'est facile, mais si c'est du bois, ça l'est un petit peu moins. Donc je vous ai présenté ici un exemple fictif d'une comparaison entre deux dalles d'étage, entre deux niveaux d'exigence qui sont les exigences minimales de la SIA 181 et les exigences accrues de la SIA 181. On voit que sur le facteur GWP, on passe de 36,8 à 50,2 kg de CO2 par mètre carré, ce qui représente environ 36% de plus. Alors, étant donné qu'il y a pas mal de bureaux d'ingénieurs parmi nous aujourd'hui, vous devez sûrement vous demander, mais finalement, quel calcul de ZOSTAI j'ai fait pour arriver à cette conclusion? C'est là que vient la prochaine slide qui est assez intéressante justement. Donc, vous pouvez scanner maintenant ou après coup le QR code en haut à droite. La source de ces informations, c'est l'IGNOME qui ont un site qui est très intéressant, qui permet finalement de voir tous les modes constructifs. Là, aujourd'hui, j'ai présenté un plancher, il y a également des parois. On a du coup les facteurs acoustiques qui sont présentés. Donc, on voit ici en bas à gauche 67 pour l'atténuation au bruit aérien et le 48 dB pour l'atténuation au bruit de choc. Donc, on voit qu'on peut comparer entre différents modes constructifs les facteurs acoustiques. Et on peut du coup également voir, puisqu'il présente tout ce qui est UBP, GWP, etc., en termes d'énergie grise, donc on peut tout de suite les comparer entre eux. Et puis la tabelle que vous avez en haut à droite où c'est écrit Aufbau, en fait, c'est le détail du mode constructif. Donc on voit ici dans l'exemple que je montrais de la dalle bois, finalement, c'est une chape anhydride de 55 mm, la laine minérale sous chape, et puis ensuite on a le plancher bois avec sa structure et puis sa finition en plâtre par-dessous. Et puis, il y a différents types de modes constructifs, que ce soit en solive, en caisson, etc. Et puis, je trouve que c'est des comparaisons qui sont très intéressantes parce que si finalement on dit sur un projet, on vise exigences accrues, eh bien, attention à l'énergie grise et puis ça va ainsi de suite également pour les cloisons. Au niveau des défis, donc il y a plusieurs défis qui parfois peuvent être autre chose que des défis, ça peut être également des freins. La complexité des projets, la diversité des intervenants, des maîtres d'ouvrage et leur expérience respective vis-à-vis des labels, le manque de temps ou le budget. Donc ça peut être des défis ou des freins, c'est selon. Cet équilibre entre l'ambition du projet et sa faisabilité, viser haut sans bloquer la conception. On ne peut pas prétendre tous les projets de dire qu'on souhaiterait avoir par exemple du SNBS platine. La complexité à établir des scénarios chiffrés à l'échelle du quartier, surtout s'il y a plusieurs maîtres d'ouvrage, il y a clairement un arbitrage itératif des critères qui doit être fait à partir d'hypothèses en termes de valeur projet et des cibles qui sont effectivement atteignables. Un des défis, c'est la communication, hein, on l'a bien vu dans cette présentation, c'est la nécessité d'avoir un langage commun entre les acteurs techniques, mais également ceux qui décident. Et puis, ce qui me fait la transition avec la slide suivante, également, un défi d'aujourd'hui, c'est le suivi post-chantier. La durabilité ne s'arrête pas seulement à la remise des clés. Et puis, le conseiller doit être pédagogue, coordinateur et garant d'une certaine cohérence vis-à-vis du label SNBS. Je vous fais ici une toute petite slide vis-à-vis du label SNBS existant et exploitation. On a pu avoir la chance de participer à la phase pilote de ce label en phase pilote avec le bâtiment MAT3 à Fribourg qui a été conçu par les architectes Dayon Delay. Je vous ai remis le QR code du communiqué de presse à cet effet en haut à droite de la slide. Dans ce projet pilote, on a parlé de critères de gouvernance, de critères de monitoring, de critères de gestion durable, gestion des déchets, de critères vis-à-vis des utilisateurs et de leur satisfaction à l'égard des locaux, de la qualité d'utilisation de ces locaux, l'acoustique respective qui vient directement faire attrait également finalement au confort de l'utilisateur et à l'exploitation générale du bâtiment. Et puis, je vais conclure ici avec une dernière slide entre l'équilibre entre les exigences et la faisabilité. Donc, le rôle de conseiller SNBS est clé pour transformer les intentions en actions qui sont mesurables. On agit comme catalyseur d'une culture de projet qui est durable et partagée. À nous, notre objectif, c'est de faire du développement durable un réflexe qui est intégré et pas une contrainte. Et puis, je finis par une petite citation, mais la durabilité n'est pas un état, mais une démarche continue et le conseiller SNBS en est le moteur. Merci à tous pour votre écoute et puis on peut sans autre passer à la partie questions-réponses. Tout à fait. Merci à Alessio pour
cette présentation très intéressante. Au niveau des questions, donc vous pouvez les poser dans l'onglet Q&R. Il y en a déjà 2 qui ont été posées au niveau des exemples de justificatifs que tu as mentionné tout à l'heure, Alessio. Oui. Concernant donc les exemples de justificatifs, ils sont disponibles pour le SNBS bâtiment. Ils ne sont pas encore disponibles pour le SNBS quartier, puisque le travail de recherche des bons exemples n'est pas encore achevé. Par contre, c'est quelque chose qui est prévu. Donc, tu as mentionné, toi, que tu l'avais déjà consulté pour tout ce qui était bâtiment. Au niveau de la pertinence, est-ce que c'est quelque chose que donc, tu recommandes à tous les conseillers de projet de consulter à quel moment, quelle phase du projet? Ben, finalement, ça dépend de cas en cas, mais si par exemple on a un architecte qui est impliqué sur le label SNBS et qui désire savoir un petit peu la méthode ou comment, ou surtout le format de comment justifier un critère, je trouve Oui, que ces exemples de justificatifs qui sont disponibles en libre téléchargement, ils donnent une bonne idée parce que des fois on peut expliquer par oral, mais rien ne vaut un justificatif concret. Et puis ce qui est bien, c'est que ceux qui sont en libre téléchargement, ben, on peut sans doute les transmettre sans enfreindre éventuellement les règles de confidentialité qui nous lient sur nos projets respectifs concrets. tout à fait. Et c'est vrai que même pour bâtiment, actuellement, on en a à peu près un critère sur 4 qui figure dans ces exemples. Le but, c'est effectivement, plus il y a des projets qui arrivent, plus nous, les offices de certification, on rassemble des bons exemples. Et donc, on peut les publier sur notre site Internet. Donc, à terme, pour tout ce qui est SNBS bâtiment et SNBS quartier, c'est une rubrique qui va être de plus en plus fournie et donc très utile pour les conseillers de projet. Il y avait une autre question donc, que je vais pouvoir répondre donc, concernant le label SNBS bâtiment. Est-ce que le label Minergie est-il un complément, un équivalent ou le remplace-t-il? Puis tu pourras compléter mon élément de réponse. Donc c'est vrai que ces 2 labels sont membres de la famille des labels suisses du bâtiment. Ils ont chacun leur spécificité, leurs points communs. On a Minergie qui va surtout se concentrer donc sur tout ce qui est confort, efficacité et protection du climat, et qui repose sur un système binaire, c'est-à-dire qu'il y a des exigences qui sont soit remplies, soit non remplies. Donc là, en l'occurrence, pour Minergie, il faut qu'elle soit toute remplie. Tandis que le SNBS va plutôt s'intéresser aux 3 piliers du développement durable qui ont été cités dans cette présentation, donc le domaine société, le domaine économie et le domaine environnement, et qui là a un système de notation qui est notation scolaire, donc avec des notes entre 1 à 6, et puis une moyenne globale. Et donc là, on peut avoir des projets qui ont des points forts, par exemple, sur plus le domaine environnement que le domaine société. Et puis on aura par exemple plusieurs 6 dans le domaine environnement, et puis des 4, 4,5 dans les domaines société ou économie. Donc il y a un peu un principe de compensation avec même un droit à l'erreur selon le niveau de distinction qu'on vise. On peut avoir quelques notes inférieures à la moyenne s'il s'agit de rénovation également. Et puis, par contre, il faut signaler que les 2 labels sont complémentaires, c'est-à-dire que le SNBS, pour certains de ces critères, reprend des exigences Minergie, notamment dans le domaine société, les critères liés au thème du bien-être. Et puis, on a aussi un certain nombre de grandeurs mesurées qui font directement référence au complément éco. Donc voilà, c'est 2 labels qui sont différents mais complémentaires. Et puis, c'est important de signaler que, par exemple, en Suisse romande, j'ai fait une mise à jour des statistiques pas plus tard qu'hier, et on est à quand même plus de 2 bâtiments sur 3 qui sont certifiés SNBS et Minergie. Ça peut être Minergie standard, ou ça peut être Minergie P, Minergie A, et avec le complément éco. Donc c'est vraiment une statistique intéressante et qui montre l'utilité d'avoir ces 2 labels lorsque c'est souhaité et puis pertinent. Je ne sais pas si toi, dans le cas de projet, tu as déjà travaillé sur cette notion de double certification, et si c'est quelque chose, tu aurais de conseils à donner pour bien gérer la dépose ou la collecte de documents, par exemple. Ouais.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est des labels qui se complètent tout à fait bien. Et puis, comme le montre ta statistique, et puis surtout, je dirais même depuis le 1er septembre, depuis 2023, depuis qu'il y a eu cette harmonisation des différents labels, Oui, je trouve que ça rend vraiment très pratique et fluide le processus des différentes labellisations ensemble, hein. Donc, vraiment, on sait maintenant, au jour d'aujourd'hui, que si on a Minergie ou Minergie-P, ben, on peut prétendre à tel ou tel point sur tel ou tel critère de façon identique avec la partie éco. Et puis, ça simplifie également pour le label Minergie certains processus au niveau des cantons, par exemple au niveau Genève, pour les parties des demandes d'autorisation. Si on a un label Minergie, ça peut simplifier les processus. Ou respectivement sur Berne, on peut s'épargner certains formulaires cantonaux si on prétend un label Minergie. Enfin, que ça soit au niveau cantonal ou au niveau SNBS, je trouve que le label Minergie s'implante vraiment très très bien dans la démarche et de façon vraiment assez harmonieuse finalement, je trouve. oui, parfait. On a donc eu plusieurs questions qui ont été posées, c'est très bien, ça montre que c'est un thème qui intéresse et qui suscite aussi la curiosité. On a une question donc, qui demande si le conseiller peut jouer un rôle de facility management anticipatif sur un projet ou alors si c'est un intervenant distinct. Alors, pour moi, c'est un intervenant distinct, mais on peut très clairement expliquer en quoi consiste le rôle de facility management anticipatif. On est quand même amené à expliquer en quoi consiste un bon concept d'exploitation et on est quand même amené à expliquer finalement comment est-ce qu'on peut atteindre 6 points sur le critère, je crois, de tête 213 exploitation. Ouais. Euh, Non, non, 213, c'est le 212. c'est le 212. Ouais, Donc, au niveau du concept d'exploitation, on doit quand même clairement expliquer comment est-ce que c'est qu'on obtient 4 ou 6 points. Donc, on doit quand même finalement expliquer comment atteindre le maximum de points. Et puis, finalement, le maximum de points se traduit effectivement par un bon facility management anticipatif, effectivement. parfait. Là, une question, alors peut-être Émilie pourra y répondre, donc et je peux compléter volontiers, c'est comment procéder dans un quartier dont les développements sont à des stades d'avancement très différents, un en fin de DD et deux autres en ESQ, pour la labellisation SNBS quartier. Oui, alors nous, on s'est aussi confronté, je pense que c'est presque inévitable à l'échelle d'un quartier hein, qu'on se confronte à cette situation. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de discussions et de réflexions qui doivent être faites par rapport au bon moment pour faire le premier dépôt pour la certification provisoire. Comme Alessio le disait tout à l'heure, hein, on avait vu normalement le guide SNBS propose que ça soit fait en fin de phase 2, ce qui est un peu compliqué en tout cas, dans notre cas, c'était compliqué à prévoir à ce stade. Donc, on déroge un petit peu à ce schéma. Par contre, du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est simplement communiquer régulièrement avec les maîtres d'ouvrage pour être au courant de leur avancement respectif. Communiquer aussi avec Erwan, avec l'Office de certification pour voir, OK, là, on est rendu là, à quel moment est-ce que ça serait opportun de faire telle ou telle étape? Et puis, est-ce qu'on sera trop tard? Ou voilà, quels sont les enjeux? Donc, être bien anticiper les potentiels impacts ou enjeux du point de vue de la certification, mais également de comment est-ce que les retours de l'auditeur, si on pense à la première certification provisoire, pourront être pris en compte et intégrés dans les projets. Et puis, ma foi, il faut un peu trouver le meilleur compromis. Je pense qu'il n'y a pas, en tout cas, je pense qu'il y aura rarement un cas où on aura un scénario parfait où tout le monde est bien aligné, puis on peut déposer dans le Oui, meilleur temps et tout. Mais je te laisse tout à fait. volontiers Oui, oui, compléter. c'est vrai que comme tu le soulignes, c'est vrai que c'est très important dans ce cas de figure. Plus un quartier va être complexe, et beaucoup de quartiers le sont, hein, c'est le but du SNBS quartier, c'est de répondre à ce type de projet, de favoriser dès le début voilà, une séance avec notre office de certification pour expliquer voilà, le projet dans son ensemble et un peu le planning, le plan de déroulement qui est prévu, et puis d'arriver à une solution et à un moment de dépose qui soit pertinent et qui permet donc à vous, conseillers de projet, aussi d'avancer sereinement en sachant que vous avez eu une discussion avec nous et que de notre côté, c'est OK pour procéder ainsi, puisque c'est parfois, voilà, c'est difficile. Donc, c'est toujours mieux de nous contacter
plutôt que d'avancer dans une ligne et puis finalement de se rendre compte qu'il y aurait une solution différente qui aurait pu être envisageable. Donc toujours favoriser ce dialogue. On a une autre question. À quelle étape est-il le plus recommandé d'engager la pré-certification, donc la certification provisoire? Est-elle coûteuse en francs et en temps pour les maîtres d'ouvrage? Donc, nous, au niveau d'office de certification, pour répondre, c'était dans l'une des slides de la présentation. On voyait pour SNBS Bâtiment et au niveau de la fin de la phase 3 et au niveau du SNBS Quartier à la fin de la phase 2. Pour le moment de déposer le dossier, ça c'est ce qui est recommandé, mais comme je viens de le dire, chaque cas est différent, donc ça, il faut en discuter avec nous. Par contre, ce qui est très important et ce que je recommande toujours, c'est pour un maître d'ouvrage de mandater et de trouver un conseiller de projet le plus tôt possible du projet, plutôt que de commencer à avancer et finalement de faire appel à un conseiller de projet qui va prendre un peu le train en marche. Donc voilà, moi je recommande d'intégrer le SNBS et d'avoir un conseiller de projet le plus tôt possible. Donc, je pense que Alessio et Émilie pourront confirmer cela. Peut-être vous avez pris des projets à des stades très précoces du projet, peut-être une ou deux fois un peu plus tard, et c'est toujours plus difficile quand vous prenez un projet qui est déjà assez avancé pour essayer de faire un travail de collecte, d'analyse et de répondre au mieux aux exigences du SNBS. Alors, effectivement, moi je relate complètement ce point de vue. On a les deux opposés qui se sont passés. Donc, on a été invité à jouer le rôle de conseiller SNBS dans des projets en phase 4. Tout comme il y a eu des bons exemples, on a été invité à jouer le rôle de conseiller SNBS en phase 1. Et puis du coup, ici, on peut vraiment jouer un rôle de facilitateur par rapport au label SNBS. Et surtout, on a la chance d'éventuellement justement identifier d'éventuels risques, opportunités. Et puis, si ça soulève des questions, on a également la chance et le temps de pouvoir t'en faire part pour qu'également tu puisses donner également ta position en tant qu'agence SNBS. Donc, il y a tous les aspects pratiques et les avantages qui vont avec d'impliquer tôt le conseiller SNBS. Alors, complètement. Parfait. Une question, donc bonjour, ça va être pour moi, y a-t-il une mise à jour des critères actuels prévus ou ceux à disposition seront valables pour plusieurs années? Alors là, le document fiche critères SNBS bâtiment et SNBS quartier, il n'y aura pas une nouvelle version effectivement avant plusieurs années. Par contre, c'est le document que Alessio a mentionné tout à l'heure, qui est l'aide à l'utilisation, qui est téléchargeable sur notre site internet, juste sous les fiches quartier, dans la rubrique certification outils, qui lui est mis à jour 2 fois par année, en janvier et en juillet, et il y a à chaque fois les modifications qui figurent soit en jaune surligné, soit en bleu surligné. Comme ça, vous pouvez aller 2 fois par année voir ce qui a été complété, puisque des fois sur les fiches critères, il peut y avoir des points qui peut-être peuvent paraître ambigus, ou alors il y a des cas particuliers qui nous amènent ensuite, nous, à en discuter à l'interne et à apporter ces précisions dans le document de l'aide à l'utilisation. Une autre question, est-il prévu de mettre à disposition un outil de suivi SNBS? Alors, si c'était possible juste de préciser cette question, ce que vous entendez par un outil de suivi. Peut-être, il y a un outil qui est intéressant, qui a été mentionné, je crois, tout à l'heure aussi dans le slide des différents documents. C'est toujours dans la rubrique certification outils sur le site du SNBS. Dans les outils d'aide, il y a les outils d'aide SNBS bâtiment qui sont à fournir et qui sont des documents obligatoires, comme celui pour le microclimat qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a juste en dessous un document Excel, liste de justificatifs, qui est assez complet, qui reprend chaque critère, chaque grandeur mesurée, qui récapitule les justificatifs demandés et quel est aussi l'intervenant qui est théoriquement responsable de ce point, si c'est l'architecte, si c'est le paysagiste, si c'est l'ingénieur. Donc ça, c'est un document Excel qui est disponible et pour bâtiment et pour quartier, qui est très utile, je pense, pour les bureaux de conseil de projet. Je vérifie juste au niveau de la précision. Voilà, un outil d'aide de suivi des justificatifs. Donc ça, c'est peut-être que les
les bureaux de conseil, des fois, s'en servent effectivement pour eux faire leur travail. Je crois que ça a été le cas. J'en ai déjà vu passer certains dans la relation avec les maîtres d'ouvrage. Je ne sais pas, Alessio, Émilie, si c'est un document que vous utilisez ou si vous avez peut-être vos propres outils de suivi. On a effectivement à l'interne nos propres outils de suivi, oui, qu'on a Ouais. développés à l'interne. Comme c'est le cas, je relate également de plusieurs bureaux d'ingénieurs à ce jour, hein. On a Ouais. tous l'équivalent d'un fichier Excel finalement où on note quel critère est à quel point et où on en est vis-à-vis de ce critère-là par rapport à son justificatif ou sa prévision de points qui va avec. Ouais. Parfait. Mais Cela sinon, dit, en complément de Oui. réponse, excusez Émilie, je pense que ça peut tout à fait être fait en parallèle directement sur la plateforme des labels. On peut tout à fait aujourd'hui Tout à fait. aller créer un projet SNBS, y mettre le nombre de points qui est actuellement prévu et le tenir à jour tout au fil du projet sans avoir recours à l'aide d'un Excel développé à l'interne. C'est juste. Émilie, je ne sais pas si et tu voulais puis, préciser. oui, non, j'allais juste préciser que ça nous est quand même utile, hein, le document que tu mentionnais qui Ouais. liste les exemples plus spécifiques de justificatifs. Bien sûr, nous, on a consulté ces documents pour préciser les nôtres. Donc, c'est tout à fait aussi utile. Mhm. Parfait. Alors ensuite, on a une double question. Donc, c'est d'expérience. Quel est le surcoût des honoraires des différents intervenants pour un projet labellisé SNBS? Donc, conseiller et plus-value des autres. Donc, par exemple, architecte, ingénieur. Et même question pour le SNBS quartier, donc pour SNBS bâtiment et pour SNBS quartier. Alors peut-être Émilie, je te laisserai compléter pour la partie quartier. En tout cas, pour ce qu'il en est de la partie bâtiment, c'est clairement des chiffrages d'honoraires de prestations d'ingénieurs qui se chiffrent vraiment au cas par cas par rapport aux phases SIA, aux projets, aux architectes, aux attentes du maître d'ouvrage, à l'équipe projet. Je pense que ça dépend de pas mal de facteurs et ça se chiffre clairement au cas par cas, hein. Mhm. Oui, je ne pourrais pas non plus donner de chiffres parce que c'est tout autant au cas par cas pour pour les quartiers. Et puis ça va dépendre aussi des missions qui sont confiées aux conseillers ou conseillères SNBS, aussi en termes de éventuellement d'élaboration de certains justificatifs et de coordination avec les différents mandataires. Donc on ne Ouais. peut pas donner de réponse plus spécifique. Peut-être au niveau, alors c'est peut-être un peu parce que nous, sur notre site internet, dans la rubrique FAQ, on a justement un point qui indique quels sont les surcoûts liés à un projet SNBS. Donc, il y a effectivement les émoluments, il y a tout ce qui est ces frais-là qui sont mentionnés des différents intervenants, donc conseillers, architectes, qui doivent fournir des documents supplémentaires, puis tout ce qui sont liés aux matériaux de chantier, par exemple, qui vont devoir être différents pour répondre aux exigences. Où là, on précise toujours que, par exemple, pour le SNBS bâtiment, au niveau de l'incidence de ces coûts, ça va aussi dépendre du type de projet et du niveau de distinction qui est visé. S'il y a un projet d'un très grand bâtiment qui va viser argent, ou alors un très petit bâtiment, un immeuble d'une quinzaine de logements qui va viser le niveau platine, c'est vrai qu'au niveau pourcentage, là, on aura une incidence qui va être différente. Donc, mais comme vous l'avez souligné, c'est vrai que chaque projet SNBS est différent et c'est très très dur, je pense, de chiffrer ces surcoûts. On a une autre question, donc là, ça reprend un peu, ça reprend la réponse que j'ai fournie tout à l'heure. Bonjour, est-il prévu à terme d'avoir des exemples de justificatifs sur l'ensemble des critères et serait-il possible d'intégrer une FAQ sur les critères SNBS? Donc pour ces exemples de justificatifs, effectivement, on en a une dizaine sur SNBS bâtiment. Le but, c'est d'en avoir plus et effectivement de compléter avec des exemples quartier. Il y a l'aide à l'utilisation à côté, comme je l'ai indiqué. La FAQ, ça, c'était quelque chose qui était envisagé sur la plateforme des labels. Je n'ai pas encore d'informations si ça va être mis ou pas. J'en profite juste pour préciser qu'effectivement, sur la plateforme des labels, quand vous êtes dans le justificatif d'un SNBS bâtiment ou d'un SNBS quartier,
quand vous allez sur les critères et les grandeurs mesurées, vous avez l'évaluation que vous mettez, la note, la case commentaire à côté, qui est toujours très utile d'ailleurs pour tous les bureaux de conseil de projet de saisir, comme ça facilite le travail de l'auditeur. Ensuite, vous téléchargez vos justificatifs et puis il y a une petite flèche avec marqué plus d'informations. Là, il ne faut pas hésiter à cliquer, ça reprend les justificatifs qui sont demandés et donc tirer des fiches critères. Et c'est là où éventuellement il y aurait peut-être à terme un FAQ. Ce n'est pas encore le cas, mais effectivement, c'est une possibilité. Il reste, je crois, 4 minutes sur l'horaire de fin prévu. On a eu beaucoup de questions. En tout cas, si quelqu'un souhaite en poser une autre ou deux, c'est volontiers. Mais en tout cas, je me réjouis de voir autant de questions. Je pense que c'était vraiment un thème qui était nécessaire de traiter dans cette lunch session et qui risque d'intéresser du monde quand ça va être mis en ligne très prochainement sur notre site et donc qui pourra être partagé. Eh bien, merci en tout cas à tous pour votre attention. Merci à l'agence SNBS de nous avoir donné l'opportunité à Emilino et moi-même d'avoir pu donner ce lunch session SNBS. Et puis je te laisse la parole, Erwan, pour conclure. Ouais, on a eu une nouvelle question, mais c'était en fait pour indiquer merci pour cette session. Donc voilà. Avec plaisir. Je ne sais pas si Marion, tu veux. En tout cas, merci Alessio et Émilie. Et puis je laisse la parole à Marion pour conclure. Merci, oui, Erwan. Merci à Alessio et Émilie. Merci à tout le monde pour cette participation. Je vous rappelle que le replay ainsi que le support seront disponibles dans la rubrique Actualité sur le site de SNBS. Et évidemment, il vous sera envoyé un petit rappel par mail lorsqu'il sera disponible d'ici soit la fin de la semaine, soit le début de la semaine prochaine. Alors, excellent après-midi à tout le monde. Et puis, encore merci de votre participation.